Jean-Bruno Tagne, bonjour. Bonjour. ELECAM, c'est-à-dire Élections Cameroun, doit organiser de nouvelles législatives le 22 mars prochain dans 11 circonscriptions du nord-ouest et du sud-ouest anglophones. À l'origine de ces partiels, une décision du Conseil constitutionnel. Est-ce à dire que les juges de cette institution ont fait Cameroun, le journaliste Jean-Bruno Tagne publie une sortie à RFI qu'il a fait au lendemain des élections présidentielles et à l'aube de l'élection municipale de 2020. Cameroun, l'amnistie collective, le plus grand drame de notre pays, c'est la mémoire oublieuse des Camerounais. Une sorte d'amnistie collective qui nous amène à tourner en rond. Autrefois, parlant de l'histoire oubliée du Cameroun, Medit Hirata parlait d'une forme de state imposed amnesia pour expliquer la chape de silence qui fut posée sur la tragique histoire coloniale du Cameroun. Aujourd'hui, on oublie volontairement et on s'émeut de tout, alors qu'il n'y a en réalité rien de nouveau sur le soleil. Notre histoire bégaye dans un insoutenable recommencement. Pourquoi je le dis? Il y a quelques jours, violant grossièrement son devoir d'indépendance qu'impose ses hautes fonctions, le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, a été filmé en plein jour, crânement assis à une réunion des élites du Yon-Isso, à l'issue de laquelle elles sont chaudement implorées le président Paul Biya, 82 ans, dont 42 passés au pouvoir, à se représenter pour un nouveau mandat. Ces élites qui garantissaient avec le bruit qui caractérisait souvent ce genre de folklore villageois partout au Cameroun, une victoire assurée devant Clément Atangana. Il n'a pas tremblé. Les mauvaises langues disent même qu'il a applaudi comme tout le monde, sans casser le corps. Pour lui quoi? Il n'est pas le seul à être pris en flagrant délit de concubinage. D'autres membres du Conseil constitutionnel acceptent sans le moindre remords des pointages un peu partout en violation flagrante de la loi, donc ils sont supposés être les défenseurs. En réalité, est-ce que l'appel au boycott lancé par le MRC de Maurice Kamto a pu contribuer à cette abstention? Alors, il est évident que l'appel au boycott lancé par les leaders du MRC, pas que du MRC, également par la patronne du CPI, Mme Kawala, a eu un impact sur la participation à ces élections. Parce que il faut dire que le MRC est sorti quand même deuxième lors de la dernière élection présidentielle officiellement, bien sûr. Et donc, c'est une élection à laquelle ce parti était largement attendu et malheureusement a décidé de ne pas y aller. Et ces militants, du coup, ne sont pas partis à cette élection. Donc, les chiffres qui sont avancés par la conférence électorale me semblent plus proches de la réalité que à ces législatives, le SDF de Joshua aussi espérait profiter de l'appel au boycott du MRC de Maurice Kamto pour progresser en voix et en sièges. Or, même s'il gagne le 22 mars prochain les partiels à venir, le SDF ne fera pas mieux qu'en 2013. Comment expliquez-vous ce revers électoral? Alors, c'est simplement la suite, on pourrait dire logique, de la dégringolade que le SDF observe ces dernières années. En réalité, le SDF a perdu de son droit. Beaucoup de Camerounais estiment qu'il y a aujourd'hui une espèce de connivence entre le SDF et le parti au pouvoir et face à une opposition nouvelle, face à des nouveaux de l'opposition qui ont un autre discours. Le SDF est totalement la percée du nouveau parti PCRN de Cabral Ligui qui obtient 5 sièges. Qu'est-ce que cela peut permettre à ce parti de jouer comme rôle dans la nouvelle Assemblée nationale? Un acte d'indépendance? C'est difficile à dire parce que si on ne s'en tient qu'à cela, on peut dire, bon voilà, effectivement, les juges du Conseil constitutionnel ont rendu une bonne décision, mais en même temps, on se pose quand même des questions. Parce que voyez-vous, ces 11 circonscriptions représentent exactement 13 députés, ce qui ne représente rien par rapport à ce que le parti au pouvoir a déjà obtenu comme élu, c'est-à-dire 139, et donc a déjà la majorité absolue, largement la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il y a un fait en ce qui concerne ce Conseil constitutionnel, c'est qu'une bonne partie des membres ont été des militants du RDPC. Or, lors de la dernière élection présidentielle, cela a été démontré lors du contentieux électoral, c'est que pendant le contentieux, les noms d'un certain nombre de personnalités faisant partie de ce Conseil constitutionnel étaient encore sur le site internet du parti au pouvoir. Donc, il y a des gens qui ont une filiation claire et nette avec le parti au pouvoir, ce qui n'est pas de nature à pouvoir garantir leur indépendance. Pour mieux mesurer l'indépendance
de ces personnalités, on pourrait l'apprécier autrement que sur les 11 circonscriptions qui en réalité ne vont rien changer à la donne et à la configuration actuelle de l'Assemblée nationale du Cameroun. Officiellement, le taux de participation à ces législatives a été de 46%, mais selon plusieurs observateurs indépendants comme la conférence épiscopale, le vrai taux serait entre 20 et 30%. Est-ce que l'appel au boycott lancé par le MRC de Maurice Kamto a pu contribuer à cette abstention? Alors, il est évident que l'appel au boycott lancé par les leaders du MRC, et pas que du MRC, également par la patronne du CPP, Madame Kawala, a eu un impact sur la participation à ces élections. Parce qu'il faut dire que le MRC est sorti quand même deuxième lors de la dernière élection présidentielle officiellement, bien sûr. Et donc, c'est une élection à laquelle ce parti était largement attendu et malheureusement a décidé de ne pas y aller. Et ses militants, du coup, ne sont pas partis à cette élection. Donc, les chiffres qui sont avancés par la conférence épiscopale me semblent plus proches de la réalité que les chiffres officiels qui ont été annoncés par le Conseil constitutionnel. À ces législatives, le SDF de Joshua aussi espérait profiter de l'appel au boycott du MRC de Maurice Kamto pour progresser en voix et en sièges. Or, même s'il gagne le 22 mars prochain les partiels à venir, le SDF ne fera pas mieux qu'en 2013. Comment expliquez-vous ce revers électoral? Alors, c'est simplement la suite, on pourrait dire logique, de la dégringolade que le SDF observe ces dernières années. En réalité, le SDF a perdu de son aura. Beaucoup de Camerounais estiment qu'il y a aujourd'hui une espèce de connivence entre le SDF et le parti au pouvoir. Et face à une opposition nouvelle, face à de nouveaux leaders de l'opposition qui ont un autre discours, le SDF est totalement largué aujourd'hui. La percée du nouveau parti PCRN de Cabral Libye qui obtient 5 sièges, qu'est-ce que cela peut permettre à ce parti de jouer comme rôle dans la nouvelle Assemblée nationale? Alors, 5 députés à l'Assemblée nationale, cela ne représente pas grand-chose, mais c'est une performance qui est quand même remarquable pour un parti politique qui vient à peine d'être créé. Je pense que donc ils pourraient jouer les troubles faits au sein de cette Assemblée nationale, mais sans avoir un impact réel sur le coût politique du Cameroun au niveau de cette Assemblée nationale. Dans votre livre Accordé avec fraude, paru aux éditions du Chabel, vous écrivez que la réélection du président Biya en octobre 2018 a été marquée par une fraude massive. Quelles sont à vos yeux les principales étapes du processus électoral où il y a eu fraude? Alors, il y a une triple dimension de la fraude électorale. Il y a la fraude préélectorale, c'est par exemple au moment de l'acceptation des candidatures. On l'a encore vu il y a quelque temps avec les élections législatives et municipales où un certain nombre de partis politiques de l'opposition, des gens qui voulaient être candidats, avaient du mal à constituer un dossier. Il y a la fraude électorale maintenant qui consiste à bourrer les urnes le jour des élections, les votes multiples, et croyez-moi, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est documenté, c'est clair, c'est une réalité. Donc les votes multiples, le bourrage des urnes, la violence sur les représentants des partis politiques dans certains bureaux de vote. Et ensuite, il y a la fraude post-électorale maintenant. C'est en ce moment-là que le Conseil constitutionnel et tous les organes chargés du contentieux électoral entrent en ligne de compte. Donc, on est dans une espèce de match de football un peu absurde où vous avez un des acteurs qui se trouve être le président de la République, en l'occurrence, qui décide du jour où le match va se jouer. C'est lui qui décide de qui seront les arbitres et cela ne date pas d'aujourd'hui. Depuis les années 90, vous soulignez le fait que Paul Biya est toujours élu avec des scores très confortables, au-dessus de 70%. Mais il y a une exception, c'est 1992, octobre 92, où Paul Biya n'a battu John Frundi que de 4 petits points, 39% contre 35%. Est-ce à dire que cette élection a été plus transparente que d'autres? En réalité, aujourd'hui, de nombreux observateurs avec lesquels j'ai discuté au moment où j'écrivais mon livre Accordé avec fraude m'ont confié que effectivement c'est Frundi qui avait gagné cette élection présidentielle et que le chiffre des résultats avait simplement été inversé. Mais de toutes les façons, tout cela s'explique par une raison qui est toute simple, c'est que lorsque le président Paul Biya arrive au pouvoir par un jeu de succession par la volonté de Amadou Ahidjo en 1982, il reste dans le confort du parti unique jusqu'en
jusqu'en 1990 lorsqu'il est contraint d'ouvrir le jeu politique à la faveur du discours de la bolle et du vent d'Est, comme on l'a appelé. Et donc, il est obligé d'accepter le multipartisme et dans la foulée d'organiser des élections. Donc, lui qui était dans le confort du monolithisme jusque-là, il n'avait pas à truquer des élections. Et donc, en 1992, il n'y a pas encore une ingénierie de la fraude assez sophistiquée. C'est pour ça qu'il passe à côté de la défaite. Et à partir donc de cette victoire in extremis, on a le sentiment qu'à partir de ce moment, il a décidé que plus jamais on ne l'y reprendrait. Mais Jean-Bruno Tagne, est-ce qu'il n'y a vraiment que la fraude? Est-ce que le RDPC au pouvoir n'a pas réussi un maillage territorial très serré et très efficace sur tout le territoire camerounais? Il est évident que le RDPC, c'est une machine qui est indéniable avec les avantages réguliers et irréguliers liés à sa nature de parti au pouvoir, c'est-à-dire avec une administration qui lui est totalement acquise. Mais ce maillage du territoire ne le rend pas forcément à l'abri d'un coup de pouce de la part d'un certain nombre d'affidés qui trichent pour le parti au pouvoir. Et je vous dis que c'est un phénomène qui est observable depuis la période coloniale jusqu'à nos jours. Le président Amadou Ahidjo, il est arrivé au pouvoir parce qu'il avait bénéficié d'un bon petit coup de pouce de l'administration coloniale française. Certes, le RDPC, c'est une machine, mais cette machine ne garantit pas un succès à tous les coups. Il bénéficie d'un coup de pouce qui n'est pas tout à fait réglementaire. Un coup de pouce qui date de l'administration coloniale, dites-vous, et qui vous fait écrire que la fraude au Cameroun, c'est génétique. Face à cette machine à gagner qu'est le RDPC au pouvoir, pourquoi l'opposition n'arrive-t-elle pas à se fédérer autour d'un candidat unique? Alors, c'est un vieux débat qui, à mon avis, est un faux débat. D'abord, il ne faut pas penser que l'opposition au Cameroun est un monolithe. Le plus important pour les Camerounais, qu'ils soient partisans ou non, c'est que le jeu soit clair. Et pour cela, il faut des règles de jeu consensuelles acceptées par tous les Camerounais. Le plus important, c'est le processus, c'est la clarté du processus au Cameroun. Pour être candidat à la présidentielle, il faut représenter un parti qui a des élus. En boycottant les législatives de cette année, est-ce que Maurice Kamto n'a pas pris un risque pour 2025? C'est un gros risque, effectivement, qui a été pris par le MRC de Maurice Kamto de ne pas aller à ces élections. Mais en réalité, il y a en ce moment dans les conseils municipaux du Cameroun de nombreux partis politiques et je pense que le moment venu, si le président du MRC voudrait être candidat à une élection présidentielle, il est possible qu'il puisse trouver un parti qui l'investisse comme candidat à cette élection présidentielle. Un parti qui a des élus dans un conseil municipal. Un parti qui a élu dans un conseil municipal. Ça a été le cas, par exemple, pour Cabral Libi qui allait aux élections, à l'élection présidentielle de 2018. Il n'avait pas un appareil politique, mais il a été investi par le parti Univers. Donc pour moi, je pense que c'était un risque qu'il a pris, mais c'était un risque forcément calculé. Et il faut également dire que 5 années, c'est beaucoup dans la situation qui est celle du Cameroun aujourd'hui et tout peut arriver. Jean-Bruno Tagne, merci.